d'oser aller creuser au fond de soi ce qui nous motive à faire de la photo et ce qui nous plaît vraiment à nous et essayer de le comprendre. Ça prend du temps, mais c'est bien d'amorcer cette démarche de pourquoi je fais de la photo et qu'est-ce que je veux mettre dedans, vraiment, vraiment, vraiment. De se poser des bonnes questions par rapport à ça. C'est hyper important, ça permet d'arrêter de se comparer aux voisins, permet d'offrir une autre vision de l'image et du service et de la prestation aux personnes qui viennent nous voir. On n'est plus une rangée d'appareils photo, on est quelqu'un, c'est un humain qui parle à un humain et ça c'est hyper important. Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Dans cette émission audio, je partage avec vous de grands entretiens avec des experts de la photo, de la vidéo, du journalisme ou encore de l'entrepreneuriat dans le but de vous aider à progresser et vous épanouir dans votre activité professionnelle. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec Gaëlle Carré, photographe de studio et de mariage. Dans cet épisode, elle va nous parler de son parcours qui inspirera très certainement de jeunes photographes ainsi que de l'avenir de notre métier à l'heure des grandes innovations, notamment d'IA. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir en le partageant ou en laissant un commentaire et une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast ou un petit commentaire sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse en compagnie de Gaëlle et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Gaëlle, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour. Alors, je suis Gaëlle Carré, je suis photographe depuis 2011. Je suis photographe en studio, je suis photographe de mariage et je me déplace de plus en plus à domicile pour les séances famille. Voilà, en gros, je vais avoir 40 ans cet été. Et voilà. Tu t'es lancé quand en photo ? Le premier mariage que j'ai fait, c'était où j'ai fait des photos sur un mariage, c'était en 2007 pour des copains. J'ai refait en 2009 ou 2010, je sais plus, pour mes patrons de l'époque. J'ai fait ça avec les petits compacts numériques. Un grand moment. Je suis retombée sur les photos. C'était ni fait pour le commercial et à l'époque, c'était pas gagné que c'était des photographes non plus. Mais voilà comment ça a commencé et puis après c'est le hasard qui a fait que, enfin le hasard, il y a pas de hasard, mais c'est les circonstances de la vie qui ont fait que je me suis retrouvée à photographier un match de foot et la grossesse d'un des joueurs, enfin pas la sienne à lui, mais celle de sa femme. Ok, et qu'est-ce qui t'a plu là-dedans ? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier pour en faire vraiment un métier justement ? Je saurais même pas dire, je crois que Alors, j'ai pas toujours fait des photos, ça c'est pas vrai, mais à partir de mon adolescence, la photo elle est devenue très très présente dans ma vie sans que je m'en rende compte vraiment. Et, et puis, en fait, j'ai fait plein de boulot en même temps. Donc, c'est passé de la livraison de repas, j'ai fait la même journée, le vendredi, je livrais les repas. Ensuite, j'allais bosser dans un magasin de vêtements. Après, j'allais faire l'hôtesse, l'accueil dans une salle de sport. Ensuite, j'allais faire, s'il y avait des spectacles, j'allais faire hôtesse pour les ouvreuses, pour placer les gens. Et ensuite, je partais en boîte de nuit pour bosser jusqu'à 7 heures le lendemain. Et entre-temps, s'il y avait eu un match de foot, j'allais photographier le match de foot. Et à l'époque, j'ai commencé en tant qu'hôtesse aussi au stade de foot. Et en fait, j'ai fait plein de boulots, il n'y en a pas un qui me captivait. Et ça avait l'air tellement plus cool que le rythme que je m'imposais. Je me suis dit, ça a l'air super sympa, on voit des gens pour les bonnes raisons. Enfin, en tout cas, pas des bonnes raisons, mais en tout cas pour des bons moments. Donc ça, c'était chouette. Moi qui suis un peu émotive, je n'ai jamais pu finir Bambi, par exemple. Pour les gens, pour les bons moments, ça c'est cool, ça me préserve. Et puis, c'est un chouette métier à l'époque, il n'y avait pas autant de monde. Et il y avait... Ouais, je sais pas. Pour moi, c'était pas un métier, quoi. Enfin, on gagnait notre vie en faisant un truc cool que je faisais gratos avant. C'était un peu cool. Ouais.
Et comment s'est passée la transition de travailler gratuitement justement à vraiment te professionnaliser? Parce que c'est un truc qui bloque beaucoup de gens, j'ai l'impression, quand ils se lancent. Ouais. Ben, en fait, j'ai commencé, donc j'avais offert cette première séance là de grossesse. Eux ont tout mis sur, à l'époque, Facebook était the place to be. Ils ont tout mis sur Facebook. Ça m'a attiré des demandes et en fait, j'ai commencé par faire des tout petits budgets. Je crois que j'étais à 50 ou 60 euros, un truc comme ça. Je rendais 100 photos que j'avais travaillées sur Picasa à l'époque. Une par une. Donc, aucune cohérence colorimétrique. Je les avais d'ailleurs même parce que c'était qu'une cohérence colorimétrique à l'époque. Et en fait, c'était juste parce que ça me prenait du temps et que je me suis dit, bah, je tente, on verra bien. Si personne ne veut acheter, personne n'achète. Et je reprendrai le train-train de mes boulots. Et puis, j'avais aussi dans l'idée, je pense, que ça prenne de la place et je commence à être fatiguée du rythme là de tous les boulots en même temps. Donc j'avais comme idée, peut-être que j'avais pas vraiment conscientisé, mais au fur et à mesure, en tout cas, ça s'est réalisé comme ça. J'ai enlevé petit job par petit job pour laisser de la place que à la photo. Mais j'ai pas du tout conscientisé que, je pense au tout départ, quand j'ai fait ces photos de grossesse, j'ai pas conscientisé que je pouvais en faire un métier. Et du coup, j'ai proposé un budget un peu à l'arrache et sans penser à l'après, en fait. Hmm. Donc, du coup, je me suis pas posé de question de si ça se vend pas, je fais quoi? Bah, si ça se vend pas, je continue mes boulot, quoi. Ouais, d'accord. Et, donc aujourd'hui, tu fais de la photo studio, tu fais de la photo de mariage, tu te déplaces aussi pour photographier les gens chez eux, j'ai vu. Ouais. C'est quoi l'offre qui marche le mieux? C'est quoi ce que te demandent le plus les gens au final? Alors, la photo à domicile, elle a du mal à se lancer par ici. Je pense que c'est pas trop connu dans ma région. On fait beaucoup d'extérieur, mais très peu de domicile. Moi, c'est ce que je trouve dommage parce qu'il y a une histoire, en fait, dans le domicile. Il y a le cadre de vie de la famille, en l'occurrence. Enfin, moi, j'aime beaucoup pour la famille. Et, euh, et ça donne du sens aux images, plus qu'en studio, même si j'adore mon studio. Mais du coup, ça, c'est une offre que je voudrais développer. Celle qui fonctionne le plus actuellement, c'est la grossesse. Parce que j'ai une sensibilité à la créativité. Je dirais pas que je suis très créative, mais en tout cas, pour moi, c'est un terrain de jeu. Et je pense que les personnes le sentent. J'ai aussi un dressing assez important au studio, ce qui fait que ça permet aux femmes de se dire, bon, bah, même si j'ai pas ce qu'il faut, elle aura ce qu'il faut. Donc, ça les aide peut-être à passer le cap. Et puis, j'ai une lumière qui est de plus en plus affinée et qui fait que bah, la plupart viennent pour ça. Enfin, j'espère. Ouais. Ouais, Que- j'ai vu sur ton site que tu parlais beaucoup de toi, que tu parlais beaucoup de justement ta sensibilité et ce que toi tu recherches à travers la photo. Et c'est un truc, t'as quoi comme retour de tes clients justement de ça? C'est un truc qu'ils apprécient, qui vont rechercher justement. Je pense que de se comprendre, de savoir déjà qui on a en face de nous quand on vient se faire photographier, c'est important. C'est pour ça que j'hésite pas à dire que je suis quelqu'un de sensible, d'émotif, à me décrire parce qu'ils me confient enfin une grosse part de leur intimité, même si elles finissent pas toutes nues. Bon, pour 95% si, mais mais c'est une part intime de leur vie, quoi qu'il arrive, c'est leur image, donc on touche quand même à quelque chose de très personnel. Et même s'il y en a beaucoup peut-être qui lisent pas toutes les lignes du site, comme c'est écrit plusieurs fois, je me dis qu'à un moment, ils vont tomber dessus. Et c'est quelque chose qui nous relie, qui les met en confiance aussi. Euh, le fait, puis il y a le bouche à oreille aussi qui fait que ils ont entendu qu'il y avait de la bienveillance et ça joue, je pense. Et puis c'est complètement dans ma démarche et dans ma façon d'être aussi, je pense, au quotidien. Donc, euh, donc je pense que c'est une mise en confiance qui est importante. Moi, j'irais pas me faire photographier chez quelqu'un en qui j'arrive pas à avoir un lien, même à travers un écran, mais avec qui
je perçois pas d'humanité, entre guillemets. Hmm. Ouais, je comprends. Hmm. Est-ce que tu remarques qu'il y a une demande accrue, justement, à ce niveau-là? Pas dans le sens des photos de mariage, grossesse, tout, mais le simple fait c'est de plus en plus simple, peut-être, de faire la démarche d'aller voir une photographe, un photographe et de demander ce genre d'image en studio pour du portrait personnel, voire du nu. Est-ce que tu sens qu'il y a en discutant avec d'autres collègues aussi, peut-être, tu sens qu'il y a une demande de plus en plus grande ou pas forcément? Je trouve que le pic de la demande, ça s'est vraiment démocratisé. Moi qui commençais il y a un petit moment maintenant, ça s'est vraiment démocratisé. Je dirais, pour moi, 2014-2015, ça commençait ça commençait à bouger en fait. On perdait l'image du studio hyper tradi auquel il faut poser sur un fond, pas bouger. Et ça a aidé beaucoup bon, la nouvelle génération, en tout cas, ouais, à l'époque, j'avais 10 ans de moins, donc forcément, on était pile dedans dans les grossesses ou les familles, les nouvelles familles. Et ça leur a donné envie de passer le cap, de dépoussiérer, en fait, l'image qu'ils avaient de la photo en studio. Après, je sais pas si, je pense que c'est resté, en fait. Je dirais que ça a été le pic pour moi que j'ai perçu. Et depuis, je trouve que c'est plutôt stable. Il y a peut-être eu un moment où, comme tout le monde avait un super appareil photo sur son smartphone, ils ont pensé qu'ils auraient le même résultat. Après, on a du résultat au quotidien, c'est pas le débat, mais bon, il y a une autre démarche et puis il y a l'expérience en studio qui fait la différence. Donc, ouais, je dirais que pour moi, ça commence à s'inscrire vraiment dans les mœurs. Il y a eu le pic de nouveautés et là, ça s'inscrit dans les mœurs. Ouais. On n'est Ah, pas au stade des États-Unis, mais Ouais. Ouais, tu regardes un peu justement le marché américain? je sais que c'est très, très, très répandu chez eux, que pour toute occasion, ils font appel à un photographe. C'est bien plus répandu que chez nous. Après, c'est un style d'image qui, moi, me correspond moins, mais en tout cas, vraiment ce truc de je fais appel à mon photographe régulièrement pour plein d'occasions parce que j'ai ce besoin de souvenir et j'ai ce rapport à l'image qui est bien plus décomplexé que chez nous. Ça, oui, j'en ai bien conscience. Ce serait bien que chez nous aussi ça vienne parce que c'est même pas en termes de business, c'est en termes de patrimoine émotionnel et familial et même personnel de ce qu'on laisse. C'est hyper important. Que si on n'utilise que Snapchat pour garder les photos, on va tout savoir. Quand ils vont retrouver nos photos dans 100 ans, ils vont se dire, mais c'est bizarre, ils avaient des oreilles sur la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ou les filtres et tout, hein. Ouais, c'est ça. Il y avait des truffes à la place du nez. Qu'est-ce que c'est que cette génération? Et alors justement, le fait qu'on soit de plus en plus sur les réseaux et que ce soit ouais, de plus en plus démocratisé, Instagram, Facebook et tout, tu penses que c'est un bon point ou au contraire pour un photographe de studio? Je pense que c'est un bon point parce que ça nous pousse à aller plus loin dans notre démarche. En fait, la photo studio, je sais pas comment, enfin approximative, je sais pas trop comment dire, mais je pense qu'il faut pousser sa démarche artistique, l'expérience qu'on propose aussi aux personnes qui viennent. Ça, c'est quelque chose qu'ils n'auront pas derrière leur appareil et qu'ils obtiendront pas avec leur téléphone. Donc c'est à nous aussi de pousser l'esprit, enfin la pensée collective à se dire il y a les photos du quotidien et c'est très bien. Je suis la première à faire plein de photos avec mon téléphone. Mais il y a aussi l'expérience qu'on veut vivre chez un professionnel et l'image qu'on garde, qui, j'espère, amène une qualité supplémentaire. Hmm. Enfin, j'espère. Ah, carrément. Est-ce qu'il n'y a pas même quelque part une sorte de... En t'écoutant en parler, j'ai l'impression aussi que le type de clients qui vont faire appel à toi et qui vont faire appel à un photographe pour leurs événements privés, il y a quelque part aussi une image de soi. C'est un peu comme quand tu achètes un produit un peu cher, tu vois, ou une belle voiture un peu chère, c'est pour avoir aussi un peu de statut social.
Et le fait de pouvoir dire aux gens, voilà, j'ai ma photographe, là, je passe l'après-midi dans son studio, on va tester des tenues, des machins. Il y a ce côté, est-ce que tu vois ce côté statut social à travers la prestation de photographe ou pas? Alors, je sais qu'à une époque, quand en fait j'ai fait un gros virage dans mes photos en 2020 et avant, quand il y avait le plein boom de Facebook, je sais que j'ai entendu plusieurs fois, euh, nous aussi on veut passer en famille avec Gaël. J'ai eu ça, je l'ai entendu, mais voilà, mon petit cerveau avec mon gros syndrome de l'imposteur, avec du recul maintenant, ok, j'accepte un peu plus, c'est encore compliqué. Après, j'ai pas de, enfin, je pense pas être au niveau où il y a moyen de bicher, parce que on a été voir Gaël Carré. Peut-être un jour, hein, mais je crois pas que Mhm. j'en sois là. Ça serait cool. Ah, pas Mais forcément toi, mais je veux dire, dans un la photographe, démarche. Ouais, tu vois. ouais, je sais pas du tout. Je pense que oui, je pense qu'il y a il y a des studios où effectivement ça c'est une je trouve pas mon mot, mais oui, effectivement, c'est bien au niveau, enfin, oui, dans notre cercle social, c'est la classe de dire Ouais. qu'on a été dans ce studio. Je pense à Harcourt, en l'occurrence, à leur grande époque. Je pense qu'effectivement, les vendredis soirs entre copains, ça devait, ça devait être bien, ça devait être la Ouais. classe. Ouais, Et carrément. ça l'est sûrement toujours, mais oui, effectivement, je pense il y a ça aussi. Mais je sais pas si ça parle à toute la société. Ouais. Ouais, peut-être à des niveaux différents au final, parce qu'effectivement, tu cites Harcourt, et là, il y a le côté, on se met un peu à la place d'une star de cinéma qui est passée chez eux avant, et du coup, on utilise la même lumière, le machin. Mais en fait, juste le simple fait de se dire euh, en fait, il y a beaucoup le côté égo, tu vois, dans le simple fait d'aller se faire prendre en photo pour soi, ou le fait peut-être d'exposer une photo de soi chez soi. Tu vois, on en parlait dans des podcasts avec, je sais plus si Hélène en parlait, mais on en parlait aussi avec Anne-Lise, qui disait que, euh, ou Milena Perdriel qui en parlait aussi en disant que c'est quand même spécial de mettre une photo de soi chez soi, Oui, au-dessus de la cheminée, tu vois. Et il y a un petit peu un côté égo. Et tu vois, par exemple, Milena, il y a un truc qu'elle faisait aussi à un moment donné en marketing, c'était de proposer de faire des montages photos. Je crois qu'il y en a encore sur son site, où elle faisait une sorte de fausse une de magazine People féminin, et elle mettait la photo de la cliente dedans, tu vois. Et ça donnait un petit côté, ça fait jouer sur l'ego de la personne, et la personne se sent plus importante ou plus désirable aussi, tu vois. Et ouais, qu'est-ce que tu en penses toi, de ça? Parce que tu l'as dit, tu vends une expérience à tes clients, tu leur vends aussi un peu c'est un peu comme une séance parfois, un peu de thérapie, j'imagine, quand tu es avec des gens qui assument pas forcément leur corps ou ce genre de trucs. Comment ça se passe? ouais, moi je suis plus. Je pense que les miens, ils rentrent pas les miens entre guillemets. Les personnes que je rencontre ne viennent pas pour. Je suis pas sûre qu'ils viennent pour flatter leur ego. En tout cas, c'est pas mon cœur de cible. Ils viennent justement parce qu'ils ont un problème avec leur image et que de passer la porte d'un studio photo pour eux, c'est très très compliqué. J'en ai qui arrivent. Ils tremblent, j'en ai qui pleurent de stress quand on commence à discuter. Après, ça va beaucoup mieux. Mais il y a ce truc de je voudrais juste me reconnecter à moi et juste m'accorder une bulle, en fait, un peu de douceur, ou en tout cas, enfin voilà, amorcer ce truc, en fait. Tu parles de thérapie, je trouve que c'est fort, mais il y a ce truc de soigner, d'essayer de soigner, en tout cas, le rapport qu'on a avec soi-même. Et moi, je trouve ça hyper intéressant. Je pense que je serais plus démunie avec un public qui arrive avec un ego à flatter que les personnes que j'accueille qui ont juste un ego inexistant total, avec une confiance au ras des pâquerettes. Et là, du coup, je trouve que le step, il est encore
il est encore plus chouette parce que c'est des personnes qui sont dures avec elles. Et souvent, on a l'image en plus des gens qui rentrent dans un studio parce qu'ils s'aiment. Je sais que ma sœur, elle n'est pas du tout dans ce milieu-là. Et elle m'a toujours dit, non, mais quand on passe un studio photo ou quand on se fait prendre en photo, c'est parce qu'on s'aime. Et ben non, en tout cas, pas ceux que je rencontre. Justement, c'est cette démarche de s'accepter. Et moi, je trouve ça trop cool quand justement ces personnes-là, elles finissent par mettre une photo d'elles. Alors, c'est rarement dessus de la cheminée pour les miennes, mais ne serait-ce que dans un petit coin de pièce, c'est déjà une sacrée étape. Et je trouve ça génial de partager ça. Et c'est une grande chance. Mm. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai que c'est marrant de se dire qu'on a du mal à mettre des photos de soi au mur, mais on le fait toute la journée sur Facebook, Instagram. Il y a des gens qui font ça littéralement toute la journée sur Instagram, de poster une photo presque par jour de eux-mêmes en selfie. Ou... Ça m'a toujours surpris, ce genre de truc. Et, c'est intéressant. Euh, J'ai oublié la question que je voulais te poser juste sur ça, mais je vais rebondir. Euh, tu évolues dans un milieu qui est assez concurrentiel, et j'ai l'impression, parce que quand on commence à s'intéresser à la photo sociale, on voit des photographes partout. Oui. Euh, et en même temps, quand on discute avec eux et quand on voit des gens comme toi qui sont localisés dans des zones où t'es pas à Paris, t'es pas dans une très grande ville de France, on va dire. Et là, on se rend Attention à compte ce que que... tu dis, hein. Non, mais c'est sympa, Châteauroux. Et, mais Oui. vous devez pas être 50 000. Et bah, d'ailleurs, vous êtes combien de photographes en studio à Châteauroux et comment ça se passe? À avoir un studio vraiment établi, on est trois, je crois. J'espère oublier personne. Je crois qu'on est trois. Ah non, vous êtes vraiment pas nombreux. Non, après, il y en a beaucoup, beaucoup qui se sont installés, qui font sûrement du home studio et que je connais pas. Ouais. Euh, si on est peut-être quatre, en fait. Mais enfin, voilà, on est effectivement peu nombreux. Après, il y a beaucoup, beaucoup de photographes qui se sont installés en seconde activité ou qui font du home studio. Il y a rien de péjoratif là-dedans. Au contraire, moi j'ai commencé en home studio. Enfin voilà, tout le monde débute et tout le monde travaille avec le cadre qu'il souhaite. Mais effectivement, c'est pas une ville où en termes de studio on est très nombreux. Et je pense à Maxime avec qui j'ai commencé. On a un an d'écart dans nos débuts et on a deux styles complètement différents. Donc au début, on s'est beaucoup cherché, on avait pas mal de similitudes. Et maintenant que chacun a fait son chemin, on propose des choses différentes. Donc même si on n'est pas loin l'un de l'autre parce que Châteauroux, tout se fait à pied, Mhm. il y a pas ce truc de concurrence. Et plus j'avance, plus je connais du monde et vraiment moins je parlerai de concurrence. Et alors, comment ça se fait justement que cette branche, c'est un peu la question que je pose à chaque fois à des photographes artisans et dans ce milieu-là, parce que c'est un truc qu'on voit pas dans d'autres styles de photos, tu vois, dans le photojournalisme ou la photographie d'auteur documentaire, il y a vraiment ce côté concurrence qui est présent directement ou indirectement. Vous, on a l'impression que les photographes de mariage et studio, vous êtes tous potes. C'est un peu C'est comme des ça. bisounours, vous faites des workshops, des machins. Alors, c'est super cool, mais comment tu l'expliques? Est-ce que c'est lié au fait à la pratique ou est-ce que c'est lié au marché où il y a quand même beaucoup, peut-être plus de place et beaucoup plus de demandes qu'un marché comme celui de la presse où c'est très limité parce qu'il y a X, on compte sur le doigt de la main des magazines qui vont payer réellement? Tu penses que c'est lié vraiment à l'économie ou c'est au-delà de ça, ça dépend peut-être de l'état d'esprit dans lequel il faut être quand on fait ce genre de photos? Je pense que ça dépend de l'état d'esprit de chacun parce que t'en as qui sont en photographie sociale et qui vont parler de concurrence, euh, qui vont euh, qui vont vraiment essayer de grappiller du terrain, aller mettre des bâtons dans les roues, aux collègues, enfin du coup aux concurrents dans leurs propos. Il y en a, hein, c'est vrai que on a une sphère de bisounours. Je pense qu'il Il y a les méchants, il y a les et sites. ouais, et en fait, il y a les autres qu'on voit jamais, mais du coup, comme on les voit pas, pour nous, ils n'existent pas. Moi, ça me va bien de pas avoir à me confronter à ces gens-là.
Après, vous, c'est que je pense que le nombre d'événements à couvrir, bah, vous êtes sur les mêmes événements. Il y a effectivement un peu de magazines. Ça resserre, en fait, au fur et à mesure, ça resserre les possibilités de vendre. Et puis, vous avez des grilles, il me semble, pour vendre vos images. Nous, je sais qu'il y en a qui peuvent se vendre à 50 euros et il y en a qui sont à 5 chiffres sur le papier, la même prestation. Mm. Et du coup, libre à chacun d'évaluer en fait combien vaut sa prestation. Chaque personne n'a les mêmes charges. Enfin, aucun de nous n'a les mêmes charges, le même mode de vie, les mêmes ambitions, les mêmes contraintes. Là, je parle au niveau financier. Donc, c'est ce qui fait les différences. Il y a l'expérience aussi. Il y a plein de choses qui font on ne peut pas tous s'aligner au même tarif. Bon, ça serait bien que ceux qui sont en dessous du seuil d'un taux horaire viable prennent conscience que à terme, ils se mettent tout seuls une balle dans le pied. Mm. Mais il y a vraiment ce truc, effectivement, quand on prend conscience on a tous quelque chose à apporter. Moi, je sors juste, je suis sortie samedi de mon 10e workshop en immersion en 3 ans. Donc, on est entre 12 et 50 selon le workshop. Donc, ça fait quand même un beau panel de personnes à rencontrer. Et, et plus je rencontre du monde, plus on échange et plus je me rends compte qu'on évolue tous. Euh, ça participe à notre propre chemin, en fait. Et on prend conscience de petites choses et hop là, des petites graines qui sont semées et qui font qu'on avance sur notre propre chemin avec l'aide des autres, mais qui fait que aussi on comprend qu'on est tous différents. Mm. J'en parlais vite fait à Cocktail et je pense que si j'avais posé 4 questions à l'Assemblée. Chacun devait mettre une réponse sur une feuille. Et je pense que si on mixe toutes les réponses, en fait, il y a multitude de parcours. Si on prend 2 réponses de Pierre, une réponse de Paul et une dernière réponse de Jacques, on a une solution. Mais si même dans ça, on mixe différemment, on a tous un truc à apporter, on est tous des humains avec des expériences de vie, des parcours de vie différents et du coup, on a tous des choses différentes à apporter aux personnes qui viennent nous voir. Et je trouve ça génial que notre humain, ce que vous avez pas, vous, en reportage, ou documentaire un peu plus, mais en reportage, ce que vous pouvez sûrement pas intégrer, c'est que nous, on peut intégrer notre œil, notre sensibilité et les gens viennent nous voir pour ça, en fait. Je Mm. pense plus on se connaît, plus on avance, plus on affine notre patte et plus les gens viennent nous voir pour nous. Forcément le résultat, mais au-delà de ça, il y a la personne qui fait la photo. Mm. Ouais, il y a aussi un peu quand même pour la presse, mais peut-être pas sur le même domaine. C'est-à-dire, c'est moins sur la logique artistique, c'est plus sur la logique professionnelle, dans le sens où à chaque fois, ça me tue de dire ça parce que les gens n'y croient pas, mais euh, les iconographes, les rédacteurs en chef, souvent galèrent à tomber sur des photographes qui sont professionnels, qui rendent leur travail à temps, qui arrivent à ramener des images tout simplement, qui font des bons mots-clés, et en fait des choses qui dépassent le côté artistique de la photo, mais plus dans une logique de on peut compter sur toi. Parce que justement c'est un métier d'artiste, c'est pas le métier le plus professionnalisant, on va dire, en tout cas dans lequel les gens ont des facilités, parce que c'est un métier d'indépendant, c'est un métier où tu es très peu formé. T'es parfois, enfin, t'es même souvent très seul. T'acceptes même pas forcément toujours les points de vue des autres à cause de l'ego. Et donc, du coup, ça crée des situations où les gens, ils travaillent mal parce qu'ils sont pas capables de rendre à temps quelque chose, ils sont pas organisés, ils sont pas consciencieux, ils sont pas précis. Et, euh, et du coup, c'est les gens qui ont le plus de commandes presse, c'est les gens qui sont capables de bien bosser. Et en fait, les commanditaires vont les faire bosser eux parce que c'est eux. Mais tu vois, sur le volet pro, après, c'est sûr que si tu arrives à mettre de l'âme dans tes photos, des cadrages intéressants, etc., tu vas plus facilement travailler avec les autres aussi. Mais c'est très subjectif, quoi. Mais non, c'est intéressant d'avoir ton avis sur la question. Ap- Euh,
Après, il y a le collectif des R qui, est-ce que c'était dans ce sens de s'aider pour avancer, justement, pour créer ce truc que nous, on a plus facilement sur les workshops ou c'était pas en ce sens-là? Ouais, bah, le collectif DR, ça a été fait justement pour aider les gens à se professionnaliser et du coup leur amener à la fois les codes du métier. Tu vois, il y a eu des gens comme William Lamblay qui sont passés par DR. William, quand il est rentré chez DR, il est resté 1 an ou 2, je crois, chez DR. Quand il est rentré, il m'avait dit, voilà, moi je suis photographe de mariage, j'y connais rien à la presse. Est-ce que tu peux m'aider, m'expliquer comment ça marche et diffuser les photos? Et pendant 1 an et demi, on l'a accompagné pour lui apprendre des techniques de photojournalisme qu'il maîtrisait pas avant, enfin qu'il avait adapté plus ou moins dans le mariage, mais c'était plus de la photo documentaire. Et on l'a accompagné sur faire un reportage pour la presse, faire un portrait pour la presse, faire des métadonnées, ce qui est le métier de base. Et ensuite, bon, il y a eu lui, il y a eu d'autres gens qui étaient dans la photo. Je pense aussi à Marion Cougereux, Oui. Sarah aussi, enfin voilà, des gens qui viennent de ton milieu plutôt, qui sont Ouais. passés par là pour tester la presse. Mais ouais, c'est des univers quand même assez différents, mais qui se croisent. Parce qu'au final, William a eu quelques publications en plus liées à du mariage donc, dans la presse, donc je pense que ça l'a pas mal aidé. Ouais, Euh, donc finalement, vous l'avez aussi un petit peu, ce truc. ouais, carrément, carrément. Et je pense que c'est ça en fait, on a du mal des fois à comprendre le côté transversal du truc. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que quand tu confrontes un photographe, par exemple un photographe de guerre avec un photographe de mariage, euh, tu vois, on l'avait fait il n'y a pas très longtemps, mais dans un des lives qu'on fait avec DR, il y a Thibaut Chap qui était venu pour faire coucou et pour discuter, parce que c'est toujours intéressant de discuter avec lui. Ouais. Euh, et il était avec, ce soir-là, on parlait de photographie de guerre, parce qu'il y en a un qui partait en Arménie, c'était au tout début du conflit dans le Haut-Karabakh. Et donc, on le briefait un peu. Et il y avait un des photographes qui avait fait plusieurs années dans l'armée en tant que photographe militaire. Et Thibaut, à la fin, disait moi, je sais pas comment vous faites. Moi, ça me fait flipper. À aucun moment, on me demande d'y aller. J'y vais pas, quoi. Je trouve une excuse pour pas y aller et tout. Et le mec qui avait fait de la photo pendant 20 ans dans l'armée disait, mais moi, c'est l'inverse. Si tu me dis de faire un mariage, je me décompose. Euh, Ah, tu risques moins quand même je- ta vie, hein? Non, mais c'est clair. Mais tu vois, il y a le côté la peur de plein d'autres trucs, tu vois. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est assez marrant quand tu regardes un peu en psychologie humaine, tu te rends compte que la peur la plus présente dans l'esprit humain, c'est pas la peur de la mort, c'est toujours la peur du ridicule ou la peur du regard des autres. Et c'est surprenant d'ailleurs de voir ça. Donc, ces deux univers se regardent un peu en chaîne faïence, alors qu'en fait, il y a énormément de points communs et d'idées reçues aussi à éclater, quoi. Mm. Ouais. Bon, ceci dit, en même temps, je suis mal placée. Je te dis, j'ai jamais fini Bambi, donc tu m'envoies sur. Parce que là, effectivement, je suis avec Thibaut, on se tient la main et on monte pas dans l'avion. Bon, il n'y a pas de chasseur, t'inquiète. Euh, j'ai retrouvé la question que je vais te poser tout à l'heure sur la question de l'expérience. Ça me faisait penser au fait que de plus en plus, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une trend sur les réseaux sociaux sur la photothérapie. Et pas mal de photographes se sont lancés. Bon, je dis pas mal, mais il n'y a pas non plus des caisses, mais il y a certains photographes qui se lancent sur le concept de photothérapie. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Je trouve que le terme, il est dangereux. Parce que si on se lance là-dedans, il y a quand même toute une partie psychologique qu'il va falloir assumer. Je pense que la photo peut être une thérapie pour certaines personnes, mais le mettre en titre est dangereux pour moi. Mhm. Euh, je parlerai plus d'expérience. Je sais même pas. Ouais, je trouve que ce mot, il est dangereux. Après, je suis la première à penser et à l'avoir vécu avec notamment des femmes que j'ai suivies et que j'ai photographiées. J'ai été témoin d'éléments déclencheurs pendant des séances. Euh,
Et je sais que ça peut avoir un aspect thérapeutique, mais on peut pas se baser que là-dessus. Il faut que la personne soit prête, il faut qu'il y ait eu du chemin de fait avant, il faut un accompagnement. C'est pas une séance photo qui va pouvoir tout déclencher. Et c'est là où des fois le terme pour le grand public, il peut être mal interprété. Il est, je pense, très bien. Il est utilisé avec une bonne mesure pour les photographes qui l'utilisent, mais c'est peut-être le public qui va le lire en raccourci et qui risque de s'attendre à des choses qui, c'est pas qu'il va rester sur sa faim parce que ça peut très bien être le seul biais et pour autant avoir le déclic. Mais je trouve que c'est peut-être un peu risqué. Moi, j'aurais tendance à parler d'une journée pour prendre soin de soi. Enfin là, ça fait des mois que je devais lancer l'offre et je me suis j'ai enfin pris le temps hier de faire mon petit mailing. Mais j'ai lancé une journée où je les accompagne, que ce soit en coiffure, maquillage, conseiller en images et shooting. On fait du shopping ensemble parce que je sais que l'expérience ne veut pas s'arrêter à la photo et qu'il faut les mettre enfin, pour moi, il faut toute une bulle qui accompagne. Et pour ancrer ça vraiment, une journée n'est déjà pas suffisante pour être sûr que ça tienne le temps. Mais ouais, je trouve que ça peut faire partie d'une bonne démarche pour s'accepter et prendre soin de soi, mais autant à l'extérieur que, que à l'intérieur. Mais pour moi, c'est un élément parmi une démarche thérapeutique pour enfin, ouais, pour prendre soin de soi et s'accepter. Ouais. Ouais, c'est le côté, dès que tu commences à toucher au médical, c'est un peu casse-gueule parce que derrière, tu peux pas dire n'importe quoi, t'es pas médecin, t'as pas le diplôme qu'il faut aussi pour parler à des gens de leur santé. C'est ça. Je trouve que du coup, on se met un statut où on a intérêt à très très bien mesurer ses paroles, très très bien mesurer l'impact ça peut avoir et analyser très vite ce que la personne en face est capable de recevoir et comment elle l'entend. Parce que c'est pas parce qu'on dit une phrase qu'elle l'entend de la même façon. Et ça, je trouve que il faut un niveau de professionnalisme qu'on n'a pas, enfin en tout cas que moi j'ai pas et que la plupart n'ont pas. Et c'est là où je voudrais pas faire d'impair, moi, et créer encore plus de mal-être, entre guillemets, le mot est fort, mais je trouve pas mon mot, auprès de la personne parce qu'on n'a pas les compétences pour utiliser exactement les bons termes en face de tel profil de personnalité. Ouais. Et Puis puis, forcément, quand tu utilises ces termes-là, tu attires des gens qui sont un peu fragiles émotionnellement. Enfin, c'est quelqu'un qui s'intéresse à une thérapie, a priori, c'est parce qu'il a des fragilités émotionnelles ou intellectuelles, ou enfin, en tout cas, dans sa vie en ce moment-là. Et derrière, tu risques de tomber ouais, dans des problématiques qui touchent à d'autres professions d'ailleurs. Mais ouais. C'est ça, je voudrais pas être responsable parce que j'ai pas mesuré ma phrase. Je voudrais pas être responsable de creuser un mal-être parce qu'on sait que les personnes on a tous nos fragilités et suivant là où t'appuies, des fois c'est peut-être une phrase qui pour la personne en face n'a aucun impact, mais pour toi ça va toucher quelque chose d'important et réveiller une blessure encore plus. Je trouve que c'est une grosse responsabilité. ouais, Donc ouais, je trouve ça. Pour ceux qui maîtrisent, je trouve ça très bien. Mais je trouve que c'est un terrain un peu dangereux. Et puis, la photo, si les blessures sont pas guéries, la personne ne s'aimera pas. Enfin, quoi qu'il arrive, elle sera toujours dure avec son image et voilà. Après, je trouve que d'avoir une expérience déjà de leur proposer une expérience où elles vont être coucounées, je trouve que déjà et elles vont apprécier de se faire photographier, déjà c'est un bel enjeu. ouais. Après le côté thérapeutique, ouais, je trouve que il faudrait mettre en place tout un accompagnement, mais avec des professionnels de santé, quoi. Justement, il y a personne qui s'est encore lancé sur ce créneau. Il n'y a pas un psychologue ou un médecin qui a voulu basculer dans la photo qui a lancé une activité comme ça?
À un moment, on en parlait avec un professionnel de santé de faire une collaboration et en fin de thérapie entre guillemets, pouvoir apporter cette notion de l'image et cette réconciliation avec l'image. Mhm. Et puis bon, ça c'est pas fait parce que voilà. Mais mais ouais, je pense que ça pourrait être un- quelque chose d'intéressant, mais vraiment avec le regard d'un professionnel. Après, je sais que ça a aussi un impact pour avoir travaillé avec des femmes touchées par le cancer du sein. On a fait ça il y a 2 ans avec Alison Boons, Carole Pichetot et Manuela Aubin. Euh, on a fait ça en piscine et en photo terrestre, comme dirait Ali. Il y avait cet accompagnement par l'image. Mais il y avait quelqu'un, une d'entre elles, Carole, a été touchée par le cancer du sein. Elle en a fait d'ailleurs un livre avec Manuela. Il y avait une autre personne, Caroline, qui est connue des réseaux pour toute cette communauté, qui était là aussi pour en parler. Parce que quand t'as jamais été touché, je trouve que c'est compliqué d'avoir cet aspect thérapeutique parce que tu sais pas de quoi tu parles. Et puis même entre elles, elles le vivent pas de la même façon. Donc même ça où on accompagne, c'était hyper intéressant parce que beaucoup nous ont dit que ça leur avait fait du bien, ne serait-ce que d'oser poser. Mais il y a quand même enfin il y a un cap que nous en tant que photographe, on peut pas passer. Euh, on peut faire des belles choses, mais on n'est pas magicien non plus de la santé, quoi. Ouais, bien sûr. Puis il y a aussi le risque qu'il y ait un peu le charlatanisme qui se développe à l'intérieur et on n'est pas à l'abri de ce truc parce que dès qu'on touche au marketing et au C'est ça. business, ça peut aller très vite. Ce qui est marrant parce qu'en plus, en discutant de ça, tu te rends compte que dans les autres types de photos, c'est un peu le même délire. Et même pour un photographe qui pratique, je pense par exemple à la photo de presse, le fait de partir en reportage, ça va te débloquer sur plein de choses. Et c'est une thérapie en soi. Alors, t'es plus dans le cocooning, c'est peut-être exactement l'inverse. Ouais, c'est C'est la clair. technique coup de pied au cul. Et, sortie de sa zone de confort, vitesse grand V, mais en même temps, c'est aussi, selon les personnalités, ça peut aussi très bien marcher. Peut-être un business à creuser, tiens, peut-être lancer une école de photojournalisme thérapie euh, en mode coup de pied au cul. Ça va être marrant. Ceci dit, les personnes qui viennent au studio et qui sont pas du tout à l'aise avec leur image, je peux te dire qu'elles se mettent un sacré pied au cul pour passer la porte. Ouais, j'imagine, j'imagine. Il y a moins d'enjeux, mais Ouais, ouais, c'est vrai. Euh, ça me fait penser à une question qui revient beaucoup en ce moment parce que c'est avec la hype qu'il y a autour de ça, tout le monde parle de l'IA, tout le monde parle de l'avenir de la photo avec l'IA. Euh, Au-delà des trucs très théoriques, où en général, quand on commence à parler de l'IA, personne ne sait vraiment de quoi il parle. Là, on commence à voir certains trucs qui sont très concrets. Je pense par exemple à ces applis qui en fait utilisent les IA génératives de Midjourney et de Stable Diffusion. En gros, tu lui files une photo basique de toi en selfie et ça te génère des images de toi en mode studio euh, ou en photo LinkedIn qui là pour le coup bouffe vraiment le boulot d'un photographe. Toi, t'en penses quoi de ça? alors moi j'ai voulu tester. Ouais. J'ai jamais réussi à faire marcher l'appli. Ok. Bon, il y a de l'espoir du coup, c'est ça. Bon. Donc bon, s'il y a toute une partie de la population qui est comme moi, je me dis qu'on a encore un peu de chance. Après, après il y a le résultat qui va de toute façon s'améliorer de plus en plus quand on voit ce qu'ils sont capables de faire maintenant et qu'ils sont capables de biaiser la réalité et de nous faire croire à des choses. Mais il y a, je vais revenir sur ce terme-là, mais il y a l'expérience que tu proposes aux gens qui viennent te voir. Et ça, l'IA, elle pourra rien faire. Euh, Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui et qui va générer une photo sur Midjourney ou qui va aller voir un photographe qui retouche énormément ses images et qui en a conscience que tout ça c'est retouché, je suis pas sûre que c'est le même impact que si tu lui proposes une expérience photo ou sortie de boîtier photo brute. Euh, Elle ou il voit que en fait si Ali Ben il est beau et il se dégage quelque chose
Et c'est juste la perception qu'il a de lui qui est biaisée, comme beaucoup d'entre nous. Mais que ouais, il y a pas besoin de le retoucher ou de la retoucher dans tous les sens pour qu'il ou elle se trouve beau. Et ça, je trouve que l'IA, ça le biaise complètement. Parce que si tout est retouché, enfin l'IA ou voilà, les retouches abusives, euh, enfin moi, j'ai déjà reçu des photos de moi hyper retouchées. Ben, du coup, déjà, c'est pas moi. Euh, et je me suis pas dit, oh, ouais, dis donc, je suis pas mal. En fait, c'est pas moi. Donc ça n'a pas d'impact. Et c'est même pire parce que ça veut dire qu'il fallait que je sois retouchée pour être acceptable sur une photo. En fait, ça peut être hyper dangereux. Et du coup, c'est pas une partie qui me fait peur pour nos métiers. Après, moi, je fais pas de photos LinkedIn et tout, donc forcément, cette partie-là, je me sens pas concernée. Mais pour tout le reste, je dirais qu'il y a des touches d'IA qui sont pratiques. Nos boîtiers maintenant ont intégré de l'IA. Parfois, t'as coupé ta photo un peu court, il manque une phalange, bah merci Photoshop. Ça peut te sauver voilà, mais ça va s'arrêter à ça. Après, le reste, pour moi, c'est de l'expérience humaine et ça, il y a rien qui pourra il y a rien qui pourra le remplacer. Enfin, moi, quand je passais à la caisse automatique, oui, j'ai scanné mes trucs, mais je trouve que c'est quand même plus sympa quand t'es habitué à ta caissière et que t'échanges 2 minutes avec elle et que t'as un sourire en face. Bah, ça- la machine, elle est peut-être compétente, mais elle remplace pas le sourire qui fait du bien, qui fait du bien quand tu vas faire tes courses, quoi. Mm. Ça fait très discours de vie, j'ai l'impression. Non, non, ça fait pas trop boomer encore, ça va. Mais, non, mais par contre, il y a un truc qui fait écho dans ce que tu dis sur la question de la génération, parce que euh, toi, tu te dis ça parce que tu as connu l'époque d'avant. Là, ça fait vieux. Ça y est, on y est. Désolé. Mais tu vas me détester. Non, non, tout Non, va bien. mais moi aussi, je me sens boomer quand je dis ça. Et en même temps, tu vois, plus je regarde des vidéos de gens qui analysent le phénomène des filtres, par exemple, ça a beaucoup été documenté, ça, les filtres sur Snapchat, Instagram, où les gens, ils vivent vraiment de plus en plus dans la génération qui arrive, mais ça atteint dangereusement notre génération de vieux, ce côté de plus vraiment s'accepter en dehors enfin, sans être filtré, quoi. Et en fait, quand tu vois que l'algorithme de Meta euh, te le met par défaut, sans que tu aies rien demandé, c'est là que tu te dis, OK, en fait, la question sous-jacente, c'est est-ce que tu penses que ça sera un vrai argument marketing de revenir vers de l'humain? Et typiquement, un peu comme tu as pris l'exemple des caisses enregistreuses, moi je trouve ça super parce que c'est même pas une impression, je crois que je l'avais lu quelque part, que tu as certains magasins qui font volontairement le choix de reprendre des caissiers et des caissières réels, humains, justement pour l'utiliser comme argument marketing en disant quand vous venez chez nous, vous parlez pas à une machine, vous parlez à des vrais gens. Même ça coûte plus cher, si c'est pas rentable, c'est pas grave parce que in fine, ça améliore l'image du magasin et du coup, tu récupères une population qui est sensible à ça. Mais la question, c'est est-ce que on sera toujours sensible à ça? Ou est-ce qu'à un moment donné, on sera comme un film de science-fiction à la John Wick, tu vois, où on se dit c'est terminé en fait, et tu feras plus la différence avec de l'IA, pas d'IA. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. J'avoue, je sais pas. Moi, je m'accroche à ma petite bulle humaine et tant que je peux, je la garde. Après, je pense qu'on reste, même si il y a beaucoup de choses qui se sont informatisées, robotisées, tout ça. euh, Tu remplaceras, pour moi, tu remplaceras pas le sourire des gens que tu croises dans la rue. Tu remplaceras pas le plaisir d'échanger. 2 minutes, ta journée, elle est pas la même quand t'as croisé personne dans ta rue ou quand t'as croisé quelqu'un qui t'a fait un sourire, même si tu la connais pas, même si tu la recroises pas. Ben, il y a cette notion d'humain que, qu'est-ce qui peut remplacer ça, en fait? C'est ça qui nous fait du bien, c'est pour ça que, ben, les bars sont remplis, c'est pour ça que les restos sont remplis, c'est pour ça que les workshops sont remplis, on pourrait très bien le faire derrière notre écran. Ce qui fait la diff, c'est les échanges humains.
Euh, je crois vraiment qu'il y a des choses qui vont nous aider, il y a des choses qui risquent malheureusement de disparaître ou heureusement si ça nous rend service. Mais ce lien humain, je vois pas comment on peut s'en défaire en fait. Enfin, c'est un moteur hyper précieux. C'est vital. La connexion humaine, je pense, dans nos vies, sinon tu t'éteins. Enfin, je sais pas. Mm. Ouais. Ouais, c'est clair. Et tu vois, c'est marrant, hein, on dirait que vraiment qu'on tend vers un truc où justement ça devient de plus en plus rare, de plus en plus précieux. Tu sais, un peu comme dans des films catastrophes, des scénarios où on peut faire le parallèle avec la culture. Tu vois, tu prends une nouvelle comme Fahrenheit 451, je crois que c'est 451, où tu sais, l'histoire en gros, c'est dans un futur dystopique où c'est interdit de lire des bouquins. Et du coup, t'as des pompiers. Tu connais pas cette histoire? Non. Je t'encourage à regarder, c'est vraiment bien. Il y a plein de films et tout, mais à la base, c'est une nouvelle où le pitch, c'est en gros le héros principal est un pompier. Mais dans ce monde-là, les pompiers sont censés allumer des feux plutôt que de les éteindre. Et ils sont appelés parce que c'est une dictature, c'est un peu comme 1984, si tu veux. Où en gros, dans ce monde-là, c'est interdit de lire un bouquin. Et donc, dès que quelqu'un est dénoncé parce qu'il a des bouquins chez lui, le pompier débarque et fout le feu et fait un auto-da-fé. Et sauf qu'à un moment donné, le héros lit un bouquin, le sauve du feu, lit le bouquin, et tu te rends compte que dans cette société, tu as des gens qui sont planqués, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, où on planquait des gens, bah, les gens planquent des bouquins et se montent des bibliothèques. Et tu vois, tu as une partie de la population qui survit grâce à ça, parce qu'ils considèrent que s'il n'y a plus de culture, il n'y a plus d'humain, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus rien. Et, et tu vois, c'est ces futurs dystopiques qui font un peu flipper, je pense, les gens. Mais ouais, c'est intéressant, n'empêche. Ouais, moi, je suis persuadée que le lien humain, tu peux pas t'en... Comment tu peux t'en passer? Enfin, je sais pas, Ah, ouais, quand tu regardes, tu vois, alors c'est pas pour être dans le cliché ou dans le. C'est même plus un épiphénomène, mais tu vois les vidéos de surveillance dans des métros où tu vois des gens se faire agresser et personne qui bouge autour. Ouais. Les scènes de violence, ça devient de plus en plus incroyable. Et enfin, il y a quand même, on peut quand même se poser la question par moment parce que pas juste rentrer dans un métro parisien. Toulousain, on sourit tous. Mais ça fait longtemps que je suis pas rentré dans un métro toulousain en plus. Mais J'ai non, pas je eu pensais comme à l'occasion de Paris. l'expérimenter. Non, tout le monde fait la gueule, je pense. C'est pareil de partout. Mais ça doit venir du métro aussi. Et- Ouais, c'est vrai que c'est. Bon, en tout cas, la connexion que tu développes avec les gens en studio, j'imagine que effectivement, les gens viennent pas forcément que pour les images, en fait, ils viennent pour toi. Bah, j'espère. Enfin, j'espère qu'ils viennent pour les deux. Mais je pense que vraiment ce que tu offres en tant qu'humain est partie intégrante de ce que tu proposes, en tout cas sur ta vitrine. Mm. Je pense il y a pas que des photos, il y a aussi ce que toi tu offres, ouais, comme moment, ce que tu partages, parce que, enfin, j'ai fait des séances à l'époque des confinements, j'ai fait des séances photos en visio, c'était assez drôle. Et, mais même on échangeait, même si on était à travers un écran, en fait, il y avait quand même de l'humain, on a quand même ri parce que c'est des situations improbables. Et il y avait ce truc-là. Mais moi, le premier truc que j'ai aimé quand j'ai revu les gens en studio, ce qui fait que j'étais pressée de les revoir en studio, c'était pas de refaire de la photo. Parce que ça, j'avais rien d'autre à faire, donc j'ai fait des autoportraits, j'ai fait des séances en vidéo, j'ai photographié la lumière, enfin, voilà, il y avait plein de trucs à faire, mais j'étais tellement contente de repartager vraiment des instants. On les a connus, les vidéos, pour garder le lien pendant le confinement, mais quand tu revois tes potes, c'est pas la même chose. C'est clair. On est Ah, bien d'accord? sûr. Ah, bien sûr. C'est Ben clair. voilà. Donc bon, ça peut être pratique, toutes ces nouvelles technologies, mais ça remplacera pas le plaisir de prendre les gens dans les bras, de ressentir leurs émotions, de partager des choses, quoi. Mm. C'est clair. Est-ce qu'il y a.
Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné que t'aimerais repartager parce qu'il t'a beaucoup aidé toi ou parce que ça a peut-être été un déclic à ton niveau et que tu penses que tous les photographes qui se lancent devraient entendre? Il y en a deux, je dirais. La formation. Et là, je parle de la formation, mais d'aller rencontrer les collègues, même si la première, elle fait très peur. Euh, si les gens viennent en formation, c'est qu'ils sont dans la même démarche d'apprendre. Quelle que soit l'expérience, la notoriété, le niveau, entre guillemets, technique, si la personne est en formation, c'est qu'elle a envie d'apprendre tout autant que celui qui se lance. Donc, les formations, c'est hyper important pour apprendre et pour la connexion, enfin, pour tout, en fait. Et d'oser aller creuser au fond de soi ce qui nous motive à faire de la photo et ce qui nous plaît vraiment à nous et essayer de le comprendre. Ça prend du temps, mais c'est bien d'amorcer cette démarche de pourquoi je fais de la photo et qu'est-ce que je veux mettre dedans, vraiment, vraiment, vraiment. De se poser des bonnes questions par rapport à ça. C'est hyper important, ça permet d'arrêter de se comparer aux voisins. Ça permet d'offrir une autre vision de l'image et du service et de la prestation aux personnes qui viennent nous voir. On n'est plus une rangée d'appareils photo, on est quelqu'un. euh, ouais, on devient quelqu'un, en fait, qui a quelque chose à proposer. C'est un humain qui parle à un humain, et ça, c'est hyper important. Ouais. Se former et oser se dévoiler, en fait. Oser montrer qui on est, et, euh, et voilà. C'est les deux trucs qui m'ont bien aidé. Bah, c'est de très bon conseil. Ça me fait penser aussi que quand tu l'as dit, quand les gens viennent te voir, c'est pas un appareil photo qu'ils viennent voir. Et in fine, dans tous les types de prestations ou de produits que tu peux vendre en tant que photographe, je pense par exemple au tirage ou au livre. On a reçu beaucoup de gens dans le podcast qui vivent aussi de ces moyens-là, de vendre des tirages ou de vendre des bouquins. C'est ce qui est marrant de voir, c'est que les gens finalement, pour eux, le contenu importe peu. Quand tu achètes un tirage et que tu le mets dans ton salon, c'est pas que parce que la photo elle te parle ou parce que je sais pas, il y a un truc, c'est comme une peinture, tu vas pas te dire forcément cette peinture, je la regarde et il se passe plein de trucs. Je pense que ça, quelque part, c'est marginal. Les gens qui disent ça, je pense qu'il n'y en a pas non plus 50 000. Mais par contre, ce qui parle vraiment, c'est l'histoire que tu connais par rapport à cette peinture et par rapport à la personne qui l'a fait. Donc au final, plus tu parles de toi, plus tu vas vendre ce que tu fais parce que les gens ils viennent pour toi. C'est Et tu as ça. raison, si c'est clair avec toi-même et tu sais pourquoi tu fais les choses, c'est encore plus simple. Ouais. Et puis du coup, tu parles à toute une communauté avec qui ça résonne. Et tu peux aller tu peux aller au bout des choses, en fait. Et vous parlez le même langage. Donc, c'est hyper important. Moi, je sais que pour rebondir sur les photos que tu affiches au mur, je sais que au-delà de l'image pure, tu as l'expérience que tu as vécue. Là, quand on parle, dans mon cas, en studio, à domicile, bref. T'as le rendu, mais qui est accompagné d'un énorme pourcentage de l'expérience que tu as vécue que tu revis au travers de cette image. Et c'est ce qui fait que celle-là, tu vas l'accrocher parce qu'elle te fait du bien pour tout ce qu'elle véhicule. Je sais que moi, j'incite beaucoup depuis quelque temps les femmes qui viennent et qui ont du mal à accepter leur image à faire même un 10-15 dans un petit cadre au fond de l'art dressing. Mais je les encourage vraiment à encadrer cette image-là, en encadrer une, noter avant de l'encadrer, noter ce qu'elles ont ressenti pendant l'expérience qu'on a vécue, l'encadrer et de l'avoir toujours tous les matins sous la main comme un moteur en fait, un rappel euh, inconscient de j'ai su le faire, j'ai vécu ça, tu peux déplacer des montagnes quand tu as confiance en toi. Et moi, pour l'avoir expérimenté, je suis pas du genre à mettre des photos de moi. T'en vois très peu sur les réseaux. Enfin, voilà, c'est pas. On va dire que c'est pas dans ma façon de vivre. Mais j'ai quand même un petit 10-15 qui est dans un petit coin de chez moi. Et je me dis, ben,
Ce jour-là, j'ai osé le faire. J'étais en accord avec moi-même, en fait. Je me suis accordé un moment rien qu'à moi. Et ça, c'est cool. Et c'est important. Et cette photo-là, elle me le rappelle. Et je les incite vraiment à faire ça. Alors, si elles veulent faire un 100 par 70, faites-vous plaisir. Mais voilà, je trouve que effectivement, d'avoir une image, ça peut te donner, ça a bien plus de sens que juste ton nombril accroché au-dessus de ta cheminée, quoi. Ouais. Mais ça, en plus, je sais pas si tu sais, mais c'est prouvé il y a eu plein d'études qui ont été faites et la neuroscience a prouvé que c'est vrai que ton environnement et les images que tu regardes ont un effet direct sur ta façon de produire et ta productivité notamment. Je sais qu'il y a eu des études qui ont été faites dans des groupes, dans des grands groupes, dans des boîtes, où en gros, ils avaient mis des employés face à leur écran, et sur le fond d'écran, ils avaient fait un test avec une photo basique, tu sais, Windows avec la colline, un truc comme ça. Un autre groupe avait une photo d'un mec qui termine un marathon avec les bras en l'air en mode j'ai gagné. Et ils avaient analysé vraiment en mode expérience scientifique le travail des mecs, combien de temps ils prenaient pour faire une tâche et tout. Et c'était prouvé que en gros, 80% des mecs qui arrivaient à faire le truc le plus rapidement, c'était les types qui avaient la photo du marathonien qui terminait. Et c'est con, mais en fait, on est ultra orienté par ce qu'on voit. Et comme c'est pareil pour ce qu'on mange, c'est pareil pour nos relations sociales, tu traînes qu'avec des gens qui te tirent vers le bas, bah, finalement, tu n'iras pas loin et inversement. Donc, c'est vrai que c'est un argument marketing de plus pour les photographes de réussir à créer ce momentum pour que derrière il soit utilisé tout le reste de la vie d'une personne, quoi. Ouais, mais je trouve que au-delà d'un argument marketing, c'est vraiment parce que c'est une expérience qui est effectivement éprouvée et qui fait du bien et je trouve ça génial de se dire qu'au-delà d'être photographe, tu peux faire du bien aux gens en fait. C'est clair. C'est un sacré, enfin c'est une sacrée chance. On est déjà dans un univers privilégié, les photographies sociales, on est quand même dans un monde un peu de bisounours privilégié. On voit les gens que pour les bons moments, donc ça, c'est quand même plutôt cool. Et en plus, si tu peux leur apporter au quotidien cette petite dose de bien-être ou de boost, ben, c'est génial, quoi. Dans ta vie, enfin, quand tu fais le bilan, tu te dis, mais waouh, c'est une chance incroyable et c'est génial. C'est clair. C'est clair. Bah écoute, c'est une bonne conclusion. Merci de t'être prêté au jeu du podcast et puis on envoie les gens sur ton compte Insta. J'ai l'impression que tu es assez actif sur Instagram surtout. Ouais, Insta et le site, parce que je le travaille quand même. Yes. L'URL c'est quoi pour les gens qui nous écoutent? Gaelcarré.com et carré, il n'y a qu'un R. Ok, ça marche. Et ben comme ça, c'est bien transmis et ben merci et puis à bientôt. Merci pour ton invitation et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas rater les prochains grands entretiens. Et si vous êtes photographe professionnel et que vous souhaitez accéder à des ressources plus poussées pour vous aider à booster votre activité, notamment augmenter votre chiffre d'affaires, j'ai préparé pour vous une boîte à outils numérique que vous pouvez télécharger gratuitement en description. Je vous laisse découvrir tout ça et je vous dis à très vite dans un prochain épisode du podcast.